Service Pelletier-Gosselin, c'est le partenaire principal des montagnards. Si vous avez un organisme à but non lucratif qui a besoin d'aide pour gérer ses finances et son membership, ben, contactez-les, ça va leur faire un plaisir d'offrir leur service pour vous sortir du trouble. SPG nous aide déjà depuis des années sur nos finances et on les remercie. Bon podcast. Celebration time, come on! All right, on peut fêter un peu, hein? On a eu un beau dimanche. Donc, bienvenue au podcast tout le monde. On est sur un lendemain de veille de victoire contre les Rouges au Sepsum. Avec moi, comme à l'habitude, une fille qui est tellement heureuse que les Bleus aient gagné qu'elle a réussi à oublier la première demi qu'elle a passée dans la section 6 avec trop de monde, parce qu'on était tous tassés comme des sardines. Amélie Acadie. Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Ah là, il repense, là. J'ai eu mal tout hier, j'avais mal aux jambes. Je n'étais pas capable de mettre mon poids parce qu'il y avait une rangée de trous. Ah non, il y a eu un problème, c'est clair. Là. Et également avec nous, comme à l'habitude, un homme qui est tellement heureux que les Bleus aient gagné, qui commençait à parler de la Coupe Dunsmore à la maison au début de la deuxième demi. Ça se fait pas, ça, François. Fais tes recherches. François Mathieu. Allô, François. Tu as raison, il y avait du monde en maudit dans le 6. Puis on est habitué à un match comme ça. On est habitué à un stade sold out, mais c'est la première fois où on est de côté entre des gens qu'on ne connaît pas. Puis on a beau regarder partout, il n'y avait pas d'espace vide où on pouvait délester du monde. Même dans la 4 à côté de nous, il y avait certains partisans qui étaient debous derrière la dernière rangée, comme s'il y avait, je ne sais pas. On dirait qu'il y a eu un problème dans le nombre de billets. Là. Très étrange. On va pas chialer, là. C'était un 5200-ish. C'était un 5100-ish. Ouais, il y avait du monde, là. Puis on est entouré de gens qui n'avaient pas l'habitude d'être là et qui n'ont peut-être pas apprécié leur expérience, bien que... C'est identifié quand tu achètes les billets que c'est une section debout. Je sais. Les deux personnes qui étaient assises à côté de vous deux, d'ailleurs, ou qui étaient rendus debout, là, avec leur vieux gear de l'Université de Montréal, eux autres, ils ont dû faire le saut, mais ils ont dû aimer ça. J'avais deux Français en arrière de moi qui ont fini par être en avant de moi à un moment donné. Là, ça a bougé. Puis eux autres, ils parlaient plus de foot à l'européenne que de football. Mais ils ont bien aimé. Mais c'est clairement leur première expérience. Puis probablement leur dernière dans leur section en haut de même année. All right. Fait qu'on va faire un petit retour sur ce qui s'est passé pendant le match. Un match un peu en deux temps, si on veut. Hein? On a eu la première demi, puis la deuxième. Ça a commencé. Le pointage a ouvert au premier quart avec un touché de Mittal sur 22 verges. Ça suivait un échappé dans la zone des Carabins. Donc, un botté bloqué, excuse-moi. Botté bloqué, voilà. On le voit à l'écran. Puis là, un jeu plus tard, on a eu une course de Mittal en balayage qui est venue mettre le score 7-0 pour Laval. C'était le moment de réjouissance de Laval dans le match, parce qu'il n'y en a plus vraiment eu d'autres après. Ensuite, on a eu Hassan Dosso sur 19 verges de Sénécal, qu'on voit ici, un superbe catch. Ça s'est passé à 11-12 au deuxième quart. Et puis là, avant la fin de la demi, on a eu le premier touché des Carabins, un revirement, suivi d'une autre passe de Sénécal, cette fois-là à Jared Taylor. Un slant vers le centre, c'est incontesté. Et puis finalement, avant la fin de la demi, un placement de 13 verges de Harpin. Et au troisième quart, on a eu un autre placement. Finalement, au quatrième, on voit le toucher de Simon Riopel. À ce moment-là, c'était 32-7 pour les Carabins. Le match était complètement hors de portée. On a eu droit à un toucher d'une verge de Bolduc qui est venu en relève à la toute fin de la partie. Une course de une verge dans ce qu'on appelle le garbage time. Une poussée de 75 verges aidée par je ne sais plus combien de pénalités pour avoir retenu antisportif, ainsi de suite. Il y a eu 3 pénalités d'antisportif. Exactement. Donc, une dernière poussée qui ne voulait pas dire grand-chose. Pour un score final de 35-14, mathématiquement et sur le terrain, une dégelée en règle, comme on en a, je crois, jamais vu. Carabin contre le Rouge et Or, de mémoire d'homme, on n'a jamais rien vu qui ressemblait à ça. Même la finale de la Dunsmore, il y a 2 ans, où les Carabins avaient gagné de façon solide,
c'était pas ce genre de domination-là. C'était beaucoup plus équilibré. C'est juste que les Carabins avaient été plus opportunistes. Là, ils n'étaient pas égaux sur le terrain. Vos premières impressions suite au match, Tam? En début de match, on dirait que on s'enlignait pas vers ce match-là. Mais ça s'est ressaisi. Puis c'est là qu'on a vu l'expérience. Puis je pense le leadership des joueurs qui sont revenus puis qui ont fait changer le momentum de bord. Je pense que l'expérience des 5e années qui sont revenus en extra, je pense à le mieux Cardinal, entre autres, puis notre ligne à l'attaque. Nos 3 vétérans sur la ligne à l'attaque a changé le momentum dans ce match-là, moi, je pense. Parce qu'on l'a vu, la défensive, quand le front de la ligne défensive, quand il a décidé de s'y mettre, là, c'était de toute beauté. 6 sacs du quart dans le match contre la grosse ligne de Laval, on voit pas ça souvent. Ouais, mais à la défense, par exemple, de Laval, les 6 sacs, la majorité était en deuxième demi. Les joueurs, je pense que là, ils avaient perdu. Laval avait était déboussolé, il n'y avait plus rien qui marche. Puis tu sais, j'enlève rien à notre défensive là, parce que c'est clairement notre défensive qui a réussi. Vous avez peut-être pas remarqué, pour ceux qui n'ont pas remarqué, là, depuis le début de l'année, ils sont arrivés avec une défensive. J'en parlais aussi, là, pour ceux qui n'ont pas vu les entrevues. Allez voir sur la page Facebook des Montagnards. Là, j'ai une entrevue avec Mignot, puis on en parle justement, Mignot, de joueur de ligne défensive. Normalement, depuis le début de la saison, on joue avec un 3-4. Pour ceux qui ne sont pas familiers au football, un 3-4, donc c'est 3 gros joueurs de ligne, 4 secondaires. Mais là, on est arrivé avec on a changé avec un 4-3, donc avec 4 joueurs de ligne, 3 secondaires. Donc, c'est un changement complètement dynamique. C'est quelque chose que clairement, les Rouges et Or ne s'attendaient pas. Puis, on en avait parlé la semaine passée. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour le Rouge et Or? Établir leur jeu au sol. On l'a vu, ils sont super bons depuis 2 games parce que leur jeu au sol revient. Avec ce 4-3-là, ça a déstabilisé. Oui, ils ont couru pas mal dans la première demi. Hein. Je pense qu'il y a eu 76 verges en première demi. Là. Ça a bien été, mais ça n'a pas super bien été. On les a quand même stuffés tout le long. Puis ça les a déstabilisés. Puis dès le revirement que tu parlais, Tam, le revirement qui est arrivé après le premier toucher, tu sais, là, tu l'as dit, ça allait pas bien parce que les joueurs avaient les mains de béton, hein, ceux qui ont échappé des ballons, la nervosité, j'imagine. Et aussi le soleil. Je pense qu'il ne faut pas enlever le concept au du 4e quart, surtout, là, quand il s'est levé au-dessus du septième piscine. Tu as raison, mais même au premier quart. Mais après coup, là, donc, la défensive, oui, elle a été chercher les gros jeux, mais on l'a joué dans leur tête, puis on l'a dit. Dès qu'on prend les devants, le conservatisme du Rouge et Or n'est pas fait. Le conservatisme du jeu n'est pas fait pour lever le ballon. On les a dit, défiez-nous avec votre jeu aérien et votre QB recrue. Et on les a battus. Directement ça. On les a jamais laissés lancer. Puis quand ils ont lancé, les demi-défensifs des Carabins ont répondu. C'est ça. C'est vraiment ça la clé de la game, la défensive. Même si Sénécal était carrément. On est à 28 tentatives contre 16 tentatives de course pour Laval, ce qui est inhabituel. Normalement, le ratio devrait être inversé. Là, on a une équipe qui a essayé de passer. 17 en 28 globalement. Attendez, je vais aller chercher les chiffres de Desjardins. 11 en 18 pour Desjardins, ce qui n'est pas mauvais. Mais ça n'a pas été suffisant. On parle de 109 verges de gain, plus 83. Donc, on parle de 160 verges, 195 verges. Laval, dans le match, n'a pas eu 200 verges d'attaque totale. Non, c'est pas normal que leur meilleur running back, ce soit Mittal. C'est pas normal. Okay? Leur meilleur running back, c'est Mittal avec 3 courses, puis il y a 37 verges. C'est pas normal. Là, ils ont ramené Vincent, le petit biscuit, là. Mais c'est pas normal non plus. Là. Ils ont des meilleurs porteurs que le petit biscuit. Ils ont des meilleurs porteurs que Mittal, qui est supposé être le meilleur receveur. Avez-vous vu comment il a traversé la ligne sans personne ne se touche? À toutes les fois que ce gars-là avait le ballon, il défonçait tout. Il est immense, c'est une brute. Donnez-y le ballon, t'as boire. Juste pour les néophytes. J'ai eu l'impression. Ouais, excuse-moi, juste pour les néophytes, là, quand on parle de chiffre d'attaque, 300-325 verges va être une journée correcte et moyenne. Si une équipe monte en haut de 300 verges,
on peut dire qu'ils ont une bonne journée. S'ils sont en bas, c'est pas bon signe. Donc, Laval à 195, pas une bonne journée. Montréal d'attaque totale, 461, une très bonne journée. Excuse-moi, Tam, vas-y. Ouais, mais c'est vrai, mais des fois, quand il y a beaucoup de revirements, tu peux avoir beaucoup de courts terrains, donc les statistiques à l'offensive peuvent être faussées. Ce qui n'a pas été le cas au dernier match, là, mais ce que je disais, c'est que Laval, on dirait que dès qu'ils perdent par plus qu'une possession, donc 2 possessions et plus, ils jettent leur plan de match à l'eau. Ils ont complètement arrêté de courir dès qu'il y a eu 10 points sur le tableau d'écart. Alors que la course fonctionnait quand même assez bien. Tu sais, oui, les fronts limitaient, mais ils avançaient quand même bien. Là, tu sais. Quand tu fermes ton livre de jeu comme ça. Mais il y a quand même eu une bonne pression. À un moment donné, on l'avait vu, François. Oui, mais la pression est venue tard. Mais c'était la complexité aussi. On a vu du zone blitz. Tu parlais des positions tantôt. Ouais. Le zone blitz, c'est tu fais reculer les joueurs de ligne pour envoyer les joueurs en périphérie. Des schémas de jeu qui sont quand même complexes que tu ne vois pas souvent. Oui, je suis d'accord, mais dans les... Excuse-moi, vas-y, Tam. Mais dans les faits, là, quand on a commencé à rentrer, là, on était rendu déjà à 3 possessions d'écart. Là. Ils ont jeté à l'eau, même en fin de première demi, ils couraient plus. Là. C'est comme s'ils étaient complètement déboussolés, puis leurs 2 autres défaites, c'était la même chose. En fait, en deuxième demi, on leur a appliqué ce que Concordia nous ont appliqué au match au Sepsum. On voulait créer de la pression, on a fait comme on fait de la pression, on essaie de rentrer à chaque jeu. C'est comme ça qu'on a eu beaucoup de sacs du corps pour que le corps arrière se débarrasse rapidement du ballon. On a fait comme s'ils vont par la course, ils vont avoir une bonne course parce qu'on va avoir pénétré, mais ils passaient tout le temps où ils se faisaient saquer. Fait que... Ce qui est bizarre, c'est que les deux équipes avaient exactement la même stratégie de dire on va vous bloquer votre jeu au sol, battez-nous par la voie aérienne. La différence, c'est que nous autres, au début, ça n'a vraiment pas marché. Le jeu au sol n'a pas été extraordinaire. Là. Non, c'était correct. Là. Puis, je l'avais dit, il fallait continuer. Mais à un moment donné, Sénécal s'est levé et c'est là que ça a marché. Ça a commencé. Il a commencé à lever le ballon. Puis quand il a commencé à lever le ballon, après sa première course où il s'est fait ramasser sur le côté, là, il n'a plus jamais recouru. Vous avez remarqué, hein, il s'est fait plaquer sur son bras qui fait mal. Puis après, il y a eu une coupe de chance où il y avait des terrains longs, puis il aurait pu courir. Mais c'est soit que lui, il avait peur, mais j'ai pas mal plus l'impression que les coachs, il a dit, tu ne cours plus. Ils vont te blesser. On a besoin de toi. Tu protèges ta peau. Exactement. Ça a été une des particularités, puis ce que j'ai adoré de cette partie-là, c'est que contrairement aux autres parties, Sénécal a distribué le ballon. Depuis le début de l'année, là, c'est Sénécal-Dosso ou Dimitri ou Chabot. Chabot était blessé, hein, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué. Oui. Chabot n'est pas là. Là, on s'est ramassé avec Jared Taylor. On a vu le pourquoi quand on a su que Jared Taylor avait transféré à Montréal, pourquoi on était si heureux. Allez le voir aussi. Je replaque mon nom dans des entrevues. Je l'ai eu en entrevue. Ce gars-là ne parle pas français, mais il est écœurant. Il est énergique. Il est content d'être là. Il est reconnaissant. Mais avez-vous vu le talent de ce dude-là? Il a tout fait. Hey, on l'avait vu avec Concordia, on le connaît, son talent. Son début de saison a été affaibli à cause que, comme il l'a dit lui-même, il y a eu la COVID, puis ça a retardé son. Ils l'ont réintégré lentement dans le système de jeu. Puis je pense qu'il voulait le garder. Il voulait le garder comme carte secrète aussi pour le match contre Laval. Moi, je crois que c'est pour ça qu'on l'a pas. On l'a juste vu dans des situations de passe courte. Où, il a même fait une passe. Oui, c'est ça. C'est ça, François parlait, là, le fameux trick play. Si vous revoyez le match, vous remarquerez qu'ils l'ont essayé 2 fois. Ils l'ont essayé une première coup, puis il s'est fait ramasser. Le deuxième coup, il a failli se faire ramasser, mais par une. Il a brisé 2 plaqués. Il a brisé 2 plaqués avant de faire sa passe. Puis il a lancé en reculon, puis il a réussi, puis c'est le Frisquette qui a attrapé. C'était pas écrit comme ça dans le livre, hein? Ah non. C'était pas ça le jeu. Mais ce que je disais, c'est que Sénécal a réussi à distribuer le ballon, puis c'est ce qui a été quand le Frisquette, le Fiscasso a été excellent, peut-être sa meilleure partie depuis longtemps. Ils ont été chercher des ballons, ils l'ont mis comme wide receiver, pas mal moins que normalement il est tight end, là, vraiment plus pour bloquer. Ce coup-là, il a fait sa job de bloc, mais il a constamment été chercher des ballons. Dosso a été chercher des ballons.
Jared Taylor, chercher des ballons. Après, tout le monde. Dosso a été absolument spectaculaire. Je veux dire, il y a son toucher qui était très beau. Parce que le tracé, la course, c'était spectaculaire. Il est allé chercher un ballon, il était à l'horizontale, il est allé faire le catch, le sécuriser. Il a fait un autre catch par-dessus la tête de son couvreur. C'est un autre niveau, là. Ah ouais. Pour un gars dirais-je que c'est Sibassouesque? Ah non, il est pas mal plus petit. Hein. Mais en termes d'habilité, c'est quelque chose. Ah, il est vraiment bon. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose. Il y a aussi le positionnement de l'endroit où les ballons que Sénécal lançait. C'était pas des ballons à risque d'interception. C'était je vais lancer over ou je vais lancer bas. Il y avait beaucoup de passes entre les genoux et les numéros. Ça, c'est des passes qui ne peuvent pas être interceptées par les. C'est exactement la différence que ce qu'on n'a jamais vu. Contre l'autre match contre Laval ou même contre Sherbrooke où il y a eu des c'était Sénécal, attends une minute, Eric. Oui, et Sénécal a une vision du jeu là, qui est différente. À 2 reprises, Sénécal a réussi. OK, il regarde là. Ou là. Là, ma caméra est en envers, peu importe. Il regarde là, il lance là. Il réussit comme un vrai corps arrière à tricker tout le monde. Et là, 2 fois, les demi-défensifs de Laval ont trébuché, puis ont laissé Dosso une fois, puis Frisquette une autre fois, complètement seul. Le jeu n'était pas là, le jeu était ailleurs, et il a détecté la chute. Il a lancé le ballon dans cette direction-là. Le jeu à Lorrain, là, c'est-tu ça, Lorrain? Le jeune qui s'est mis à pleurer? Riopel. C'est-tu beau, ça? C'est écœurant, ça. C'est écœurant. Tout ça était magnifique. Mais c'était écœurant. Puis après, en deuxième demi, on remet de la pression, ça. Il a recommencé à lancer le ballon vite. Et après quoi? Ben là, il a ramassé le jeu au sol. Là, ben, c'était le Bertrand Beaulieu show après. Parce que ben, il n'y avait plus rien à faire. Est-ce qu'on met officiellement le stamp là-dessus? C'est le coming out party de Jonathan Sénécal. On l'a vu, là. Ah oui. On a vu ce qu'il y avait dans le banc. Là, c'était... Et de notre groupe de receveurs aussi. Parce que depuis le début de l'année, on se disait, OK, il y a Dosso, il y a Chabot. Puis les autres, ben, on verra. Mais là, on a vu qu'il y avait des mains puis qu'il y avait une diversité d'armes dans l'arsenal du coach. Ouais, des joueurs qu'on avait peu vus depuis le début de l'année aussi. Ouais, 2 de nos meilleurs receveurs. Deux de nos meilleurs receveurs. Qui n'ont pas eu le ballon, là, mais qui ont fait leur job avec des bloqués. Oui, c'était écœurant. Chabot n'est pas là, puis Sauvageau n'était pas là non plus. Donc, c'est des gros bonhommes, là. Pas des gros bonhommes, mais des bons receveurs. Des gars d'expérience. Ouais. Le fait aussi que Dosso marche tellement bien qu'il a été double coverage tout le long, ça a permis justement aux Frisquettes. Ça a permis aux Frisquettes puis à Jared Taylor qui sortait de nulle part de sortir. C'était excellent. Là. Mais moi, là, il y a une chose qui va me rester toujours. Je n'ai jamais vu, c'est la première fois et je suis content de dire qu'on a mis l'équipe B à l'attaque contre le Rouge et Or à 8 minutes du 4e quart. Donc, jamais ça s'est vu. Puis, à un moment donné, le petit Desjardins, là, qui a eu beau dire en entrevue après que le son de la foule n'a pas été un facteur, on entendait clairement nos chants à TVA Sport en réputant la game. Ça, c'est un autre highlight, ça. Réussir à faire chanter le stade au complet, le Rouge et Or devrait aller à l'UQAM. Bravo. Bravo, 13e joueur. Good job. Et puis le voir pleurer là, lors de le dernier sac là, qui était dans son début, là, qui a donné quand ils sont mis à donner le safety, je pense. Là, il s'est mis à pleurer. C'est là qu'ils l'ont sorti. Là. Ah non, parce qu'après ça, il a fait une interception. Après ça, il l'a envoyé dans les mains de son meilleur receveur. C'était peut-être sa meilleure passe. Le problème, c'est que c'est Bruno qui l'a pogné. Fait que, ça a été une game parfaite à partir de milieu du deuxième quart. Ça a été parfait. Juste la fin, là, effectivement, on parlait des punitions. Là, on voit que je pense un commentaire sur les arbitres cette année. Moi, je trouve qu'ils sont faciles sur le antisportif après les célébrations d'après-toucher et de beaux jeux. Là. Autant du côté des Carabins, mais des autres équipes aussi. Là, je
justement la game Concordia, McGill. Concordia, je pense qu'on a pogné 2-3 aussi après des beaux jeux qui ont célébré. Les arbitres lancent le mouchoir. Ouais. Là. Je sais pas, Là, ça, sont c'est juste souvent... contents de revenir au jeu après 1 an et demi. Là. C'est comme slack it. Là. C'est souvent qu'ils donnent des directives au début du match, au début de la saison. Tu sais, je crois que dans le cas des célébrations, les deux pénalités pour célébration excessive, il y en a un, c'était il a utilisé le ballon, il est allé au sol. Fait que généralement, la règle, c'est faut que tu restes debout. Puis la pause pour la photo, c'était quand même élaboré. Ils sont allés la chercher loin. Celle-là, j'ai trouvé un peu forcée. Mais, ouais, mais dans les années passées, on l'a fait à plusieurs reprises, puis le mouchoir n'était pas sorti non plus. Là. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, là. Mais en fin de match, je trouve qu'il y a eu quand même. Oui, il y a eu quelques débordements. Le match est dans le match est dans la poche. Tu sais que tu vas 99% des chances que tu y recroises. As-tu vraiment besoin de brasser mais de mon la commentaire merde, était plus général à l'ensemble des matchs qu'à la situation. Ouais, moi, le mien était vraiment sur la fin du match dans la fin de semaine. Je trouve qu'il y a vraiment. Autant que coach Marco, au premier match contre Laval, a dû ramener tout le monde à l'ordre. Ça, c'est pas quelque chose que j'aime. Vous avez raison, mais on met beaucoup de fautes sur les Carabins parce que c'est eux autres qui pognent la pénalité, mais il y a aussi pas mal. Là, il y a eu 2-3 mauvaises pénalités, mais il y a eu pas mal de tapes à gueule venant du Rouge et Or et le Rouge et Or a pogné quelques pénalités antisportives. Ouais, c'est sûr, il faut être deux pour danser. Là, je sais, là, mais les Carabins ont pogné quand même une couple de pénalités pour avoir répliqué. Puis, on pénalise souvent la réplique, là. C'est là que c'est arrivé. All right. OK, fait que c'est pas mal ça qui s'est passé en fin de semaine. Comme je disais, 99% des chances qu'on les recroise dans pas si longtemps. Donc, on verra ce que le futur nous amène. On va passer un mot rapidement sur l'autre match. McGill-Concordia. Peu de choses à dire. Ça a été une dégelée en règle des Stingers sur les Redmen. Cam, t'as regardé un peu ça? Ouais, ben moi, McGill, là, leur fiche n'est pas indicateur de l'effort qu'ils ont mis dans la saison et du talent qu'ils ont. Ils ont échappé 2 matchs qui n'auraient pas dû échapper à cause de leur botteur. Ils se sont sortis du match cette semaine à cause de leur botteur qui a manqué les 2 premiers bottés de précision de la partie. Ce qui a fait qu'au lieu d'être 6-3 en début de partie et 13-9, ça a été 13-3. Puis après ça, série de cascades de punitions et de mauvais jeux. Il faut dire aussi que c'était pas le QB habituel pour McGill. Il est seulement rentré au 4e quart. C'était Samuels qui était d'office. Il n'a pas fait une mauvaise job en première demi, là, mais la chaîne a débarqué en deuxième demi. Puis de l'autre côté, Olivier Roy a continué d'être Olivier Roy. S'il n'est pas MVP de la saison, il y a quelque chose qui cloche. L'attaque de Concordia, je l'adore. Le seul bol molle avec eux, c'est leur défensive. Si leur défensive pouvait se resserrer, je croirais en leur chance contre Laval, mais je pense pas que ce sera le cas. Moi, je l'ai dit la semaine passée, Concordia est un bon jeu au sol d'être la deuxième meilleure équipe de la Ligue. Ouais. Puis c'est pas la première. Là. Donne-leur un vrai running back et surtout une O-line qui est capable de pousser plutôt que de protéger, là, parce que, tu sais, à part Damien Constantin, là, les autres là, sont assez ordinaires là, comme O-line. Ils font une bonne job, mais c'est surtout parce que le corps arrière est excellent. Je pense que le corps arrière de Concordia, par ses jambes puis par son habileté athlétique, réussit à pallier le fait que son O-line est à chier. Parce que si sa O-line était meilleure que ça, il y aurait un bon jeu au sol. Ils ont 2 porteurs de ballon qui, techniquement, devraient être bons. Puis, ils réussissent pas à courir. Là. Puis, contre nous autres, ça a été pathétique, là, mais Laval, ça a été la même chose. Là. Puis, là, je vous donne les 2 plus grosses défensives de la Ligue, là, mais quand même, là, il va falloir que s'ils veulent battre Laval dans 2 semaines, il va falloir qu'ils trouvent le moyen de courir le moindrement. All right. Sois créatif. Petit survol du U-Sports. Il n'y avait pas énormément de matchs cette semaine. Les Carabins sont encore 1 au classement national. Non, excusez, c'est dans l'Atlantique qu'ils ont skippé un match. Les autres jouaient, excusez, je me suis trompé. Donc, un seul match dans l'Atlantique. Bishops qui se fait battre à domicile contre Saint-FX. Donc, encore une fois, le Bishop qui redescend en bas de 500.
Oh, ouais, 48-21, c'était pas Ils n'ont serré. pas été dans le Là. coup du tout. Non. Vraiment pas. Pour l'Ontario, là, pour le reste du pays, il y a quand même des surprises. Bon, Queens termine sa saison parfaite. Ouais, ils sont en bail cette semaine. 30-12 sur Ottawa. C'est quand même particulier, personne ne les attendait. Western, ça continue de courir, donc il pulvérise Waterloo. McMaster semble se réveiller, 48-0, mais York, c'est pas du gros programme. Là. Idem pour Toronto qui perd contre Guelph. Toronto, ça n'a jamais été un gros programme depuis longtemps. Et puis Laurier qui l'emporte. Puis dans l'Ouest, là, on a eu des surprises. La meilleure équipe dans l'Ouest, là, historiquement, les Dinos qui, face à leurs rivaux de Edmonton, perdent 36-30. Alors qu'ils menaient. Alors qu'ils menaient. Là, ça fait une coupe de games qu'ils échappent. Là. Ouais. Ils ont droppé dans le classement canadien. Ils sont encore ils risquent dedans, même de mais... peut-être pas faire les séries. Là. Ils ont un calendrier quand même semi-favorable. Il reste 2 matchs dans l'Ouest, là, contrairement à l'Ontario où il reste juste une semaine. Calgary n'a pas d'affaire dans le top 10. Là. Et donc, ils sont à 1 et 3. Ils le font parce que historiquement, ils ont toujours été dedans. Là. Fuck off, c'est Concordia qui devrait être. UBC, ça fait 2 semaines d'affilée qu'ils font des remontées. Parce que là, ils sont allés battre Manitoba. Ouais, c'était drôle, hein, parce que vous vous souvenez, la semaine passée, je parlais de Manitoba comme étant la meilleure équipe, puis que j'étais content de voir UBC en bas dans le fin fond. Ouais, puis moi, je te disais que je n'étais pas convaincu. Puis voilà. les Huskies, ça va jouer entre les Huskies et les Bison, probablement. Là, cette semaine, ils s'affrontent. C'est probablement ce match-là qui va décider qui finit premier, là, à moins d'une surprise pendant la dernière semaine. Là. Parce que pour la petite histoire, c'est le champion de l'Ouest qui vient au Québec affronter le champion du Québec cette année. Donc, il y a quand même, ça a quand même une importance là, qui va passer à travers. Donc, il n'y a pas de bail facile avant la Coupe Vanier cette année en pognant l'Atlantique comme il y a 2 ans. Ce serait le fun, les retours des Bisons. Ça pourrait être le fun. Un retour 2014. Ouais, on avait eu du plaisir ce match-là. On vient de compléter le cycle des séries à cause de la COVID qui a été retardé d'1 an. Le cycle des séries est sur un 6 ans, normalement. Ouais, mais je me suis rendu compte en regardant ça qu'eux autres, ils ont une partie. Ils ont décalé, hein, ils ont commencé leur saison plus tard. C'est que nous, on a une pause après la Dunsmore d'une semaine. C'était comme prévu dans le calendrier au cas qu'il y ait des cas de COVID qu'on puisse retarder reprendre un match si c'était nécessaire, je crois. Je sais pas, on va avoir un bail, c'est le fun. Non. OK. Donc, il reste un match au Carabin cette saison régulière. Ils s'en vont à McGill, de l'autre côté de la butte, ce vendredi. On a parlé brièvement de McGill tantôt. Une saison où ils ont peut-être performé, mais ça n'a pas paru au niveau du classement parce que là, ils sont, on est à 1 et 5, 1 et 6. Si c'est leur 8e, c'est 1 et 6. Donc, ça ne va pas très bien pour les Rouges. Ils vont probablement finir dernier. Est-ce que c'est juste Ils sont officiellement éliminés. Ouais, c'est-tu un sparring match pour les Carabins, ça? On va-tu jouer avec l'équipe B le 3/4? J'allais te poser la question. Moi, je veux votre avis là-dessus. Moi, je pense que Sénécal va avoir besoin de rep. Là, ça fait que je mettrais Sénécal probablement pour la première demi. Je mettrais tous les receveurs la première demi. Mais je m'attends quand même à voir des substituts chez les receveurs et chez la O-line. On va peut-être faire jouer les jeunes. Ouais, parce que reposer quelques bonhommes. Ouais, parce que Dimitri va faire qu'il y a juste 5 jours de repos entre les 2 matchs. Ouais, mais c'est ça. Mais il faut voir qu'est-ce qu'on a de besoin là. Est-ce qu'on sécurise la victoire même si on gagne, même si on perd? Il n'y a aucune incidence sur le classement. Toutes les positions sont lockées en ce moment. Exactement. C'est juste la statistique. Puis la préparation. C'est ça. Mais tous ces jeunes-là n'ont pas joué au football depuis 1 an. Ils ont quand même tous besoin de pratique. Puis la cohésion, on a eu 1 milliard de blessures depuis le début de la saison. Ouais. Donc, il faut faire jouer nos joueurs, il faut donner des reps. Tout dépend de l'état de santé des joueurs. Si tu as des joueurs questionnables ou qui ne sont pas en haut de 70 tu ne prends pas le risque qu'ils se fassent blesser. C'est ça. Je suis ambivalent, moi, en me disant, OK, je les ferai probablement tous jouer en première demi, puis je sortirai l'équipe B rapidement. Puis, tu sais, si on a un petit Rudy là, qui n'a pas joué encore, là, on a fait avec Stéphane Point, là.
c'est le temps, là. C'est le temps de le sortir, là. Il mérite, là. Après un an et demi de là, foot, là, ceux qui méritent de jouer et qui n'ont pas joué, mets-les La à Ouais, Big c'est Blue. ça va être un match pré-saison galvaudé. Là. Ouais. Ça va être à peu près ça. Là. J'ai peur que ça soit ça. Par contre, il va falloir. Je sais pas comment McGill peut sortir de là. Eux autres aussi sont officiellement éliminés. Donc, ils n'ont pas l'habitude d'être chiens, McGill. Là. C'est pas. Puis non, puis c'est leur match de remerciement de leur finissant aussi. Fait qu'il va y avoir de l'émotion dans la place. Là. Fait que c'est ça n'a ça. pas Moi, été je une pense. saison facile à McGill. Je pense qu'ils vont essayer de vouloir créer peut-être une surprise ou au moins d'être dans le match. Là. C'est ça. J'ai de la difficulté à voir c'est quoi le plan de match possible pour une partie comme ça. Si tu te souviens des dernières années, parce que ça fait plusieurs années qu'on clôt la saison contre McGill, ça a tout le temps été des scores à petit pointage, là, du 18-0, du 21 à 3, il n'y a jamais eu de gros scores, là, ça a toujours été conservateur. On se protège de nos blessures parce que c'est souvent notre match après Québec. Fait que il y a tout le temps des éclopés qui sortent de là. Ouais, c'est sûr qu'avec des substituts, l'attaque roule moins. La défensive est toujours solide, donc ça expliquerait peut-être. En parlant de défensive, il y a des gros morceaux qui étaient blessés en plus. Là, Farinaccio n'était pas là, vendredi, dimanche passé. Ça a apparu aussi. Puis là, il y a le Guenec qui était blessé. Le Guenec qui avait commencé comme safety. Il manque tellement de demi-défensifs que c'est le Guenec qui était safety pendant que Maconzo était rendu à halfback. C'est pas sa position normale, là, on est d'accord là-dessus. Là. Mais ça a roulé de même toute l'année. Ils ont bougé beaucoup les positions aussi. Ils sont allés avec l'effectif qu'il y avait. Il y a eu beaucoup de blessures du côté de la défensive depuis le début de l'année aussi. Là. Ouais. Tu vois, j'ai été étonné de ne pas voir Gabriel Lessard en plein centre de la défensive. Moi, je dois avouer. Peut-être qu'on va le voir, mais on va peut-être le voir justement contre McGill. Mais c'est ça, je suis ambivalent. Je sais pas si j'étais. Je sais pas ce qui est dans la tête à Marco puis à Touchette. Comme je vous dis, j'aurais tendance à mettre mes partants rapidement, à les mettre, mais à les sortir rapidement. Moi, je pense qu'on va jouer conservateur. On va jouer le livre de jeu au minimum. Si on va peut-être mettre Sénécal au premier quart, tenter certains tracés qui a besoin de répétition pour tester son bras, puis ses lectures de jeu, puis après ça, on va revenir dans une petite passe courte. 2-3 drives, puis après ça, Dimitri devrait prendre le relais, selon moi. Je ne m'attends pas à un long match de Sénécal. Maximum la demi, moi, je pense. Idem pour Bertrand Beaulieu. Peut-être un petit peu plus long, mais pas tellement. Ouais, moi, je ferais jouer les autres porteurs de ballon juste pour qu'ils s'habituent à plus échapper le ballon. Et moi, j'aime bien le gars de Limoilou, là, celui qui a le nom. Giroir Langlois. Ouais, lui, il est gros comme un bœuf. Ouais, moi aussi, je l'adore. Je trouve qu'il fait des belles courses, mais il a échappé plusieurs ballons. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il y a encore de la difficulté. Il n'y a pas eu de rap, là. Il n'y a pas eu de rap, là. C'est juste une question de confiance, là. All right. Ça va être le match ce vendredi. Il y a aussi un match entre Concordia et Sherbrooke qui ne veut absolument rien dire. Donc, si vous voulez aller à McGill, ça reste une belle sortie. C'est toujours agréable d'aller à Percival Molson. Moi, c'est sûr que je vais y être. Vous autres, vous n'êtes pas sûrs encore, hein? Non, moi, si je ne vais pas, je vais sûrement faire un petit party de viewing s'il y en a qui veulent l'écouter le match avec moi. Moi, je vais y aller. Je partagerai le lien avec nos membres. Là. Je vais aller faire des entrevues avec nos membres, avec nos joueurs après la partie. Donc, ouais. Super. Puis après ça, on va avoir un beau party au Sepsum la semaine d'après pour la demi-finale. C'est là qu'on va remettre la bourse Montagnard 2021. Il est encore temps de devenir membre. Oui, c'est ça. Si vous voulez nous encourager, là, on est toujours en train d'essayer de faire du financement. Ceux qui nous ont croisés au Sepsum dans l'entrée, là, Tam et moi, c'était nous derrière les masques pour essayer d'animer un peu puis de lever des fonds. Ben, si vous n'avez pas encore contribué, mais que vous vouliez le faire, ben, faites-le. Vous avez juste à suivre les liens là, que je vais donner à la fin, puis ça va nous faire plaisir. Tam, François, un gros merci. On va se reparler la semaine prochaine.
je vais aller enlever ma cravate de la victoire. Je n'avais pas parlé au début, mais je la porte après chaque victoire contre les Moses de Lavallois. Ben moi, j'ai mon chandail d'Hochelag, comme d'habitude. Et voilà. All right. Et moi, j'ai mon hoodie qui n'est pas à vendre. Je me suis fait demander souvent. Il est trop hot. Je l'ai fait moi-même. C'est l'artisanal. Ouais, on va faire le salon des métiers d'art avec ça bientôt. Là. C'est là qu'on s'en va. Ça serait pas rentable. All right. Bonne fin de semaine, tout le monde. Bon match, puis on se reparle. Ciao. Ciao. Si vous voulez joindre les Montagnards, nous vous invitons à vous inscrire au coût de 20 $. Cette année, 100% des montants recueillis iront au programme de bourse des Montagnards. Je vous rappelle, on va la remettre lors du match de la demi-finale au Sepsum dans environ une semaine et demie. Pour nous suivre, Facebook, Twitter, Instagram, @montagnardmtl et le YouTube, Les Montagnards Montréal. On remercie encore une fois SPG, la solution pour les associations. Bonne semaine tout le monde.